Yo tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série, le débrief des matchs de Ligue 1. Alors la journée de championnat vient juste de se terminer après le match contre de l'OM qu'on va parler en dernier. On va reprendre dès le début, donc premier match de la journée, c'était le LOSC qui recevait les Girondins de Bordeaux. Alors, ce match se déroulait à Lille avec pour objectif pour Bordeaux de continuer sa série de matchs sans défaite et de gagner, et Lille de se ressaisir après des résultats en demi-teinte. Donc globalement, moi j'ai regardé le match, je suis supporter bordelais, c'était nul. Je vous conseille pas de trouver le match en entier, mettez pas de l'argent ou quoi, c'était pas terrible. Je vais vous donner quelques petites statistiques que je vous afficherai aussi au milieu, mais je vous l'ai dit. 60% de possession de balle pour Bordeaux, 40 pour Lille. 17 tirs pour Bordeaux, 1 cadré. Moi je vous le dis, je sais même pas c'est lequel le tir cadré. Ensuite il y a juste Younous Sankharé qui a une grosse situation qui a raté. Mais bon ça c'est pas grave, ça on s'adapte. Pour Lille c'était 8 tirs et 2 cadrés. Je pense que c'était avant leur expulsion, avant le carton rouge, avant la 30e. Parce qu'à partir de la 30e minute à peu près ils se retrouvent à 10 contre 11. Expulsion de Thiago Maia pour double faute sur Malcolm. Donc bon, c'était un carton rouge tout à fait logique, il n'y a pas eu de discussion possible. Donc voilà, donc c'est pas un match très intéressant, 0-0. Pour commencer à 19h, c'était un petit peu tranquille quoi. Si vous aviez quelque chose à faire ce jour-là, c'est pas grave, vous avez rien loupé. Deuxième match de la soirée, c'était Metz. Alors, où sont les Messins ? Le Football Club de Metz qui recevait le Paris Saint-Germain. Alors, c'était la première de Kylian Mbappé du côté du PSG. Emmanuel Rivière débutait aussi avec le Football Club de Metz. Je vais vous donner quelques petites statistiques. Victoire 5-1 du PSG, un doublé de Cavani, un but d'Mbappé, un but de Neymar et un but de Lucas rentré en cours de jeu avec Draxler titulaire. Alors, du côté du PSG, c'était 72% de possession de balle. Côté Messin, 28. J'arrondis un peu les chiffres, c'est les chiffres que j'ai trouvés sur l'équipe. Côté Messin, 8 tirs, 1 cadré, le but de Rivière. Il a raté même une grosse situation après une erreur d'Areola qui aurait peut-être pu permettre de mettre le deuxième but, mais bon, c'est dommage. Côté parisien, c'était 23 tirs pour 12 cadrés. Donc voilà, le PSG sur les 12 tirs cadrés, c'est 5 buts, c'est un tir sur 2 qui est rentré. Et le gardien a sorti 2-3 gros arrêts sur Cavani et Draxler sur un petit cafouillage en début de match. Donc il n'y a pas eu photo entre les deux équipes, le PSG était largement supérieur au Football Club de Metz. Ils ont gagné 5-1, il n'y a pas eu de discussion, c'était plié. Donc voilà. Ensuite, troisième match de la journée, l'OGC Nice recevait l'AS Monaco. C'est le derby de la Côte d'Azur. Donc match qui oppose l'ancien troisième de Ligue 1 au champion en titre. Victoire 4-0 des Niçois qui se sont réveillés après la trêve malgré la défaite 3-0 à Amiens. Là ils se sont réveillés, victoire 4-0. Changement de système passé en 4-4-2. Alors les buteurs niçois, c'est Balotelli doublé, Pléa et Ganago qui est un jeune du centre de formation qui n'avait pas son nom sur le maillot, donc il doit juste être arrivé cet été. Enfin, un joueur qui a dû passer pro cet été. Côté statistique, 54% de possession de balle pour Monaco, 46 pour Nice, 9 tirs pour Nice, 5 cadrés, 11 tirs pour Monaco, 1 cadré. Donc, alors le style de jeu de l'OGC Nice sur ce match-là, c'était on attend, donc un petit bloc derrière, et on se projette très vite en contre-attaque pour essayer de marquer vite un but et poser des problèmes à cette équipe de Monaco qui a eu la balle, comme je vous l'ai dit, 54%, c'est léger, mais ils ont eu la balle. Et le premier but et le deuxième but, le premier c'est un penalty de Balotelli, le deuxième c'est une action de Pléa. C'est deux buts qui partent sur des contre-attaques à 100 à l'heure avec Seri qui a été nommé capitaine et qui s'est remis de son non-transfert au Barça, qui transmet la balle à Saint-Maximin, qui se projette très vite vers l'avant, qui court, qui centre et Balotelli qui tombe dans la surface. Et pour le deuxième but, c'est une contre-attaque. Saint-Maximin récupère, fait une transversale à Pléa qui part à la limite du hors-jeu, qui vient défier Subasic et qui marque. Donc voilà, c'était à peu près la philosophie du match. Après le but de Balotelli, c'est plus un but, la défense de Monaco qui ne fait plus rien parce qu'ils sont complètement sonnés au retour des vestiaires. Balotelli qui passe juste devant et qui met le but. Et le troisième but, c'est aussi une contre-attaque avec un placement un peu litigieux de la défense de Monaco et but. Ensuite, match de la soirée à 20h, le Stade Malherbe de Caen recevait le Football Club de Dijon. Donc,
Pour le stade Malherbe de Caen, c'était l'occasion de retrouver Dornano. Alors, victoire 2-1 du stade Malherbe de Caen, but de Santini sur penalty, c'était une Panenka. Et Yambéré qui marque contre son camp pour la même équipe vers la 80e à peu près. Et Dijon avait égalisé grâce à Marie, d'une belle frappe d'ailleurs que je vous conseille de regarder, c'est une belle frappe. Alors côté Canet, 52% de possession de balle, 48 pour Dijon, donc c'est un petit peu équilibré quand même. 12 tirs Canet, 3 cadrés, dont 2 buts. Et Dijon c'est 9 tirs, 4 cadrés, 1 but. Alors côté Dijonnais, comme l'a dit l'entraîneur, c'est un problème défensif quand on voit que Yambéré marque contre son camp et que c'est à cause de lui qu'il y a penalty. On peut se dire que c'est quand même de sa faute. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est le football. À eux de se corriger pour le prochain match. Et le stade Malherbe de Caen, ils sont actuellement, je crois, 6ème de Ligue 1. Donc ils reprennent une bonne marche en avant et c'est positif au vu de leur maintien. Autre match de la soirée, l'Estac de Troyes. Alors c'est dans Ligue 2 par contre. Alors 3. Voilà, l'Estac qui recevait le Toulouse Football Club. Alors, c'est un match qui est de Stade de l'Aube. Pareil que le Lille Bordeaux, c'était pas intéressant à regarder. Je vais vous dire tout de suite les statistiques. Les Troyens ont eu 46% de possession de balle, 11 tirs, 3 cadrés. Côté TFC, 54% de possession de balle, 7 tirs, 0 cadré. Alors, quand une équipe a 7 tirs mais ne cadre pas, c'est vraiment qu'il y a un petit souci, je pense. Parce que là, franchement, tirer 7 fois et ne pas cadrer, c'est catastrophique. Donc pas grand chose à dire sur ce match. Passons au prochain match qui opposait le Montpellier Hérault à Nantes. Alors Montpellier, c'est en Ligue 1. Montpellier, voilà, face à Nantes. Alors, Montpellier a eu 60% de possession de balle, 11 tirs, 3 cadrés, 0 but. Victoire et Nantes qui marque avec 40% de possession de balle, 12 tirs et 4 cadrés. Alors, Ranieri l'avait dit, ils étaient là vraiment pour bien défendre. Mais après, ils ont profité d'une petite action pour marquer un but. Donc pourquoi pas, c'est pas mal. C'est pas tellement un style de jeu très intéressant du côté de Nantais. Mais si ça leur permet de faire des résultats et de remonter un petit peu, pourquoi pas. Moi j'aime pas, mais c'est le football, c'est comme ça, c'est la méthode Ranieri. Et à noter qu'il y a eu un carton rouge du côté de Montpellier, c'est Giovannicio qui s'est pris en rouge, le 5ème de sa carrière d'après certains médias. Prochain match, Strasbourg, donc ça c'était un choc de Ligue 2. Le Racing Club de Strasbourg qui fait son retour dans l'élite. Hop, face à Amiens. Victoire 1-0 d'Amiens. Ah oui, le buteur nantais c'était Diego Carlos, je l'ai complètement oublié. Le buteur d'Amiens c'est Gaël Kakuta, vous savez, le jeune espoir qui a fait 15 clubs dans sa vie avec des clubs en Chine un peu partout. Donc il est revenu en France, il a marqué. Côté statistique, Strasbourg 58% de possession de balle, 10 tirs, 3 cadrés, 0 but. Côté d'Amiens, 42% de possession de balle, 8 tirs, 3 cadrés. Donc c'était assez équilibré, même si Strasbourg avait montré quelques petites qualités. C'était bien, mais pas non plus sans plus quoi. Amiens a marqué sur vraiment une action assez illicite, et puis enfin ils ont marqué, mais ils n'ont pas dominé outrageusement la rencontre. Prochain match, l'AS Saint-Etienne contre le SCO d'Angers. Donc là on arrive au match du dimanche, l'AS Saint-Etienne face au SCO. Donc le SCO d'Angers, alors un partout, but de Mangani côté Angevin, but de Cabella au bout de 50 secondes de jeu pour son premier match. Du fait d'être prêté par l'OM à Saint-Etienne dans les dernières heures du mercato, il joue son premier match. 53% de possession de balle pour Saint-Etienne, 8 tirs, 4 cadrés. Côté Angers, 47% de possession de balle, 15 tirs, 6 cadrés. J'ai vu le résumé, Angers ils auraient dû mériter de gagner au moins 3 fois. Ils ont eu plein d'actions, plein de tirs, plein de tentatives. La barre transversale elle a souffert 2 fois. Et le but qu'il marque c'est sur penalty. Il y a faute, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même des grosses situations, 2 barres transversales. Un Ruffier qui a eu beaucoup de chance. Donc j'espère pour lui que ça va... j'espère que ils vont pas trop regretter d'avoir perdu 2 points à Saint-Étienne. Mais bon.
Prochain match, l'Olympique Lyonnais. Alors Lyon qui recevait le Guingamp. Alors Lyon, Guingamp, voilà. L'en avant de Guingamp. Donc pour ce match, victoire de Lyon, 2-1, but de Fekir et but de Mariano, contre un but de Thuram côté Guingampais, l'attaquant, le fils de Lilian Thuram. Côté statistique, 57% de possession de balle pour Lyon, 12 tirs, 4 cadrés, 43 pour Guingamp, 13 tirs, 6 cadrés. Alors, on peut penser qu'avec les stats 12 tirs, 4 cadrés, Lyon a beaucoup tenté mais n'a pas trop cadré. Sauf que, si on regarde bien les statistiques, Guingamp a tiré 13 fois 6 cadrés, ils ont eu des grosses situations. Un très bon Anthony Lopez dans la cage, il marque sur coup de pied arrêté, Thuram a eu 2-3 situations qu'il aurait peut-être pu essayer de mieux négocier. Mais c'est pas passé, mais Lyon dans le jeu ça a été très poussif, je vais pas dire catastrophique parce que ça serait vraiment catastrophique, je l'emploierais pour le match d'après, mais c'était vraiment très poussif, laborieux, brouillon. On n'a pas vu un grand Lyon ce soir et le résultat de 1 c'est vraiment une victoire, on gagne mais on joue mal, c'est ça qu'il faut retenir sur le match de l'Olympique Lyonnais. Dernier match, l'Olympique de Marseille qui recevait cette fameuse équipe de Rennes qui est... on sait jamais quoi penser du Stade Rennais. Alors les statistiques, victoire de Rennes 3-1 avec notamment 2 buts dans les 10 premières minutes. Alors, but de Cazerie, Bourigeaud et Gnagnon pour Rennes, but de Sanson pour l'OM, 65% de possession de balle pour l'OM, 10 tirs, 4 cadrés. Pour Rennes, c'est 35% de possession de balle, 17 tirs, 4 cadrés. Ça, c'est les stats à la fin du match, mais je sais pas si à la mi-temps on a la même chose. Alors, l'OM c'est une véritable catastrophe, je vais peut-être passer 2-3 minutes dessus parce que c'est une catastrophe ce match là. Ils sont menés 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Les erreurs défensives, Patrice Evra c'est une catastrophe. Sertic au milieu c'est une catastrophe. Rolando n'a pas joué mais son successeur Abdenour ça a été une catastrophe. Rami ça a été une catastrophe. Tous les joueurs ont été une catastrophe. Le coaching de Rudy Garcia j'en parle même pas. Rudy Garcia qui sort Hiroki Sakai pour faire entrer Bounassa. Alors soit il change de système, soit il est complètement fou parce que sortir son arrière droit qui était bien et laisser son arrière gauche qui est une catastrophe, c'est une catastrophe. Patrice Evra il a plus de jambes, il a plus rien, vaut mieux qu'il reste à la maison tranquillement regarder les matchs à la télé que d'être sur le terrain, c'est une véritable... c'est un problème, même quand on joue à 10 avec Patrice Evra c'est jouer à 9, donc autant jouer sans Patrice Evra avec un autre joueur que de jouer avec Patrice Evra, c'est n'importe quoi. Ensuite les changements de Rudy Garcia, je voulais dire, quand tu sors Maxime Lopez pour faire entrer Zambo Nguissa et tu perds 2-0, je pense que t'as pas trop compris le football. C'est tellement pas logique de sortir un joueur MC, même s'il est catastrophique depuis le début de la saison, il est très moyen comparé à son niveau de l'année dernière, pour faire entrer un milieu de terrain défensif. Je vois pas trop ce que tu veux faire avec ton équipe. Mais bon, après c'est l'OM, c'est Rudy Garcia, il a personne d'autre, mais bon, autant faire rentrer personne que de faire sortir Maxime Lopez quoi. On s'adapte, c'est compliqué, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire 2-3 petits réglages. Je pense que Marseille c'est vraiment pas terrible, il va falloir trouver vite comment dire. Faut que la mayonnaise prenne très vite parce que sinon ça peut vite tourner au fiasco et le Champions Project pourrait se retrouver en maintien project ou quelque chose comme ça. Mais j'ai peur que ce soit peut-être une arnaque et qu'ils aient pas les joueurs du tout. Déjà jouer en 4-3-3, c'est la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ils ont joué en 5-3-2 ou en 5-2-3, je sais pas quoi là. Ils se sont fait défoncer par Monaco 6-1, là t'en prends 3 à domicile contre Rennes, dont 2 en 10 minutes, comme je le répète, c'est qu'il y a vraiment un problème. Après côté Rennais, on a vu quand même des trucs intéressants. Wabi Kazri qui a apporté sa touche technique, Sarr qui a été plutôt bon, au milieu de terrain c'était plutôt pas mal. Donc bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le Stade Rennais, d'habitude on n'en parle pas du tout. Là j'en parlais un petit peu, j'ai pas vu le match. D'après ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu ou quoi, c'était plutôt bien. Il y avait de la cohérence. Après, est-ce que c'est parce qu'en face il fait que des plots, des coupelles, n'importe quoi, des joueurs qui ne savaient pas mettre un pied devant l'autre, ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose? On ne sait pas, on verra sur le long terme, mais je pense que Rennes avec Wabi Kazri en tant que faux numéro 9, il me semble. Enfin, je sais pas exactement où est-ce qu'il a joué, parce que sur l'équipe il avait marqué 4-4-2, il était en attaque. Peut-être qu'il était là, mais je pense qu'il peut beaucoup apporter parce que c'est un joueur très technique. Donc il peut faire des différences et je pense que c'est plutôt une bonne chose que Rennes ait recruté. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous dis à la semaine prochaine.
Je sais pas si je vais faire un débrief Ligue des Champions, peut-être pour les clubs français vite fait, je sais pas. Je verrai. Mais sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief de la prochaine journée de Ligue 1.